Elle a tout renversé, tout essayé de me mettre sur le dos. Après, je pense quand elle a fait cette demande, elle n'avait pas forcément conscience des preuves que j'avais en ma possession. Donc c'est vrai que ça c'est pas allé très loin. En fait, elle demandait la maison, la voiture, l'enfant, l'argent, elle voulait tout. Et en plus me mettre des trucs criminels sur le dos. Voilà, en gros c'était ça pour résumer. Donc moi, c'est la première fois que je recevais un document légal à mon encontre. Quand j'ai lu ça, mais quand j'ai lu le contenu, je sais pas, c'était une onde de choc. Si genre on m'avait mis un coup de poing dans la figure, j'étais allongé par terre. J'arrivais même pas à croire le niveau de malhonnêteté et de haine. Ça me paraissait incroyable. Ça c'était le petit bout de l'iceberg qui dépasse, parce que en effet ça a mis le ton sur ce qui allait venir. Et donc par la suite j'ai reçu des appels de la police comme quoi elle avait déposé plainte contre moi pour violence. Ça allait nulle part. Ils m'ont dit oui, évidemment elle dépose plainte après qu'elle soit fait arrêter. On s'y attendait un peu, en gros, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et aussi des accusations de maltraitance sur mon fils. Enfin, c'est vraiment un niveau dégoûtant. J'ai juste envie de vomir. Il m'aurait suivi jusqu'au bout du monde. Je veux qu'on discute de ma relation de couple. Vous allez pas divorcer quand même? Si tu veux, on divorce. Dépêchons les papiers. Parfois, on part vivre à l'étranger seul, parfois on part à deux, parfois on part seul et on rencontre l'amour sur place, parfois on reste seul et c'est très bien aussi. Cette semaine et au cours des prochains épisodes, je vous propose de parler d'une chose, le divorce. Le divorce peut arriver dans plein de cas de figure. On peut partir seul, rencontrer l'amour et divorcer de la personne qu'on a rencontrée sur place. On peut arriver à deux et divorcer de la personne, de son compagnon de voyage et d'expatriation. On peut aussi divorcer pour survivre, pour fuir une situation abusive. Et bien entendu, il y a plein d'autres situations. Il me faut une signature. Très bien. Cette semaine, French Expat vous propose un épisode porteur d'espoir à propos de la reconstruction après des violences conjugales, au travers du témoignage de Benjamin, un ingénieur français installé en Arizona. Benjamin partage avec nous son histoire en tant que victime de violences conjugales de la part de sa partenaire, un sujet souvent méconnu et entouré de beaucoup trop de tabous. Il raconte son parcours difficile pour faire reconnaître les abus qu'il a subis, les obstacles juridiques qu'il a surmontés et la lutte contre les stéréotypes de genre profondément ancrés dans la société américaine. Au cours de cet épisode, Benjamin décrit son combat pour obtenir justice, notamment lors de son procès, dans lequel il a décidé de se défendre lui-même. Il aborde également les défis liés à la garde partagée de son fils. Malgré les difficultés, Benjamin trouve la force de se reconstruire et partage avec beaucoup d'optimisme sa vision de l'avenir. Il nous raconte comment il a trouvé soutien et résilience au sein de son entourage et évoque un de ses projets qui est de pouvoir aider d'autres personnes confrontées à des situations similaires au cours d'une reconversion professionnelle. Cet épisode offre un regard profond et sincère sur la réalité des violences conjugales subies par les hommes et les femmes et met en lumière l'importance de briser le silence afin d'apporter un véritable changement. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail, abonnez-vous sur frenchmorning.com. Allez, c'est parti, direction Phoenix. Salut, moi c'est Benjamin. J'habite à Phoenix, dans l'Arizona. Je suis originellement de France, de Nantes. Je grandis principalement à Tours, mais je suis né à Nantes. Et donc, j'ai fait des études d'ingénieur à Paris en 2005, 2006, 2007. Et en 2007, je suis parti aux États-Unis pour finir mon cursus scolaire, donc à l'université de New York, à Buffalo. Et donc, là-bas, j'ai commencé mon aventure américaine, fini mes études, donc. Et à l'été 2008, j'avais envie de rester un petit peu pour travailler. Comme j'avais un cursus d'ingénieur, il y a des visas assez faciles à obtenir pour travailler, donc j'ai profité de ça. Il me semble que c'était 15 mois, un truc comme ça, 15 ou 17 mois. Le fameux OPT ? Oui, le fameux OPT. Donc j'ai pris cette opportunité-là et par contre, pas de chance, il y a eu la crise
Donc, ça a un peu compliqué les choses. Mais en fin de compte, après quelques mois de recherche, j'ai déménagé en Californie, donc dans la baie de San Francisco, pour travailler. Il s'avère que ce travail n'était pas dément. En fait, c'était un job de consultant, mais au final, il y avait pas de position pour nous dispatcher en tant que consultant parce que c'était la crise. Donc ça ça a pas trop marché. Après pas mal de galères à San Francisco, je suis parti à Seattle où on m'a offert une position d'ingénieur, donc software engineer. Donc c'est comme ça que j'ai débuté. Et après un an, je suis revenu comme la crise était un peu passée. Et le soleil me manquait, donc je suis revenu en Californie. Donc là, j'y suis resté pas mal de temps. À un moment, j'ai eu mon fils, mon premier fils. Et donc ça a changé pas mal de choses parce que là, faut savoir que San Francisco, c'est quand même très très cher. Et donc même avec un salaire d'ingénieur, ça reste assez cher. Donc là, c'est pris la décision de déménager, de trouver un endroit un peu plus adapté pour la famille, parce que c'est vrai que San Francisco, c'est très boulot, business, population assez jeune. Donc oui, déménagement à Phoenix, et puis je suis là depuis 2018, donc avec mon fils, et maintenant mon deuxième fils. Je viens juste d'avoir un petit garçon, il a tout juste 4 mois. Merci. Génial. Eh ben, bienvenue dans le podcast, Benjamin. Merci beaucoup de me faire l'honneur de venir partager ton témoignage. Aujourd'hui, tu le sais, donc cet enregistrement se fait dans le cadre de notre série sur le divorce avec une composante internationale. C'est des sujets qui sont pas toujours faciles à aborder. Par où est-ce que tu commencerais en fait pour nous raconter ça? Donc, tu as rencontré ta première femme du coup en Californie? Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au final, je suis resté jamais revenu. C'est vrai qu'au départ, j'avais pas forcément l'intention de rester aux États-Unis au long terme. Je voulais juste être à l'étranger. J'avais pas forcément envie de revenir en France tout de suite. Mais c'est vrai que j'étais pas forcément décidé non plus à rester là après que mon OPT soit fini. Mais bon, du coup, entre-temps, j'ai rencontré ma première femme, et donc, comme on avait envie de rester ensemble, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, bah, on va se marier, comme ça réglera les histoires de visa et tout ça. Voilà. Et puis, bah, on est quand même resté ensemble quasiment 7 ans. Donc, on a passé plein de bons Comment moments. vous êtes rencontrés? Je sais plus, c'était un truc en ligne. Je sais même plus lequel. Une application ou un Ouais, truc ouais, c'était une application. Je me rappelle plus Et ça a été exactement. le coup de foudre direct quand vous êtes vus ou comment ça s'est Ouais. comment la relation est née? Non, ça a cliqué direct. Vraiment, c'était. C'est pour ça que tout s'est passé assez vite. Au final, en l'espace de quelques mois, on s'est mariés parce qu'on s'est dit, bon, bah, ça marche très bien. Est-ce que c'était soit ça ou soit s'arrêter, parce qu'il me fallait que je retourne en France éventuellement. Enfin, on avait encore plusieurs mois devant nous, mais bon, on avait décidé que voilà, on voulait voir ça sur le plus long terme. Alors vous vous aménagez ensemble, j'imagine. La vie à deux commence? Oui, bah, cette partie-là était un peu compliquée parce qu'elle elle venait juste de finir ses études. En fait, on n'avait pas d'argent, pour résumer. Ah, puis dans la baie de San Francisco, j'ai envie de dire que Voilà. c'est le cas de beaucoup quand même, parce que la vie est particulièrement chère, comme tu le disais. Ouais, mais nous, on avait vraiment pas une thune. C'était la misère. Bah, c'était pendant la crise, en fait. Donc, c'était un peu la misère. Donc, on a un peu vécu un peu partout où on pouvait. Mais bon, au final, oui, on a emménagé ensemble. On a commencé la vie à deux. Puis après, quand on est parti à Seattle, on avait un vrai appartement, pas juste une chambre par-ci, par-là. Et donc, c'est vraiment là où on a commencé notre vie à deux. Et donc, après, retour dans la baie de San Francisco, on a continué. Donc vous n'avez pas été traumatisé par le coût de la vie à San Francisco, vous êêtes quand même revenu. J'avais réussi à décrocher un boulot qui avait un salaire assez conséquent. Donc, on s'était dit, ça peut le faire. Et puis, elle aussi, elle travaillait. On était dans une meilleure position en termes de carrière et financièrement, donc ça le faisait. Après, c'est sûr, on s'est pas loué une villa en revenant. On avait juste un appartement, quoi. Mais bon, nous, ça nous suffisait. C'était que nous. On n'était que deux, donc il n'y a pas trop de problème. Un studio, ça suffit. Et alors, comment elle était votre relation à ce moment-là et comment ça a évolué du coup? Et du coup, c'était très bien pendant plein d'années. Et après, c'est vrai qu'on s'est rencontrés jeunes quand même. On avait le même âge. On avait 23 ans tous les deux. Et c'est vrai qu'on on commençait tout juste notre vie d'adulte, on va dire. On venait juste de sortir des études, on n'avait pas vraiment de carrière établie. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure où les choses se sont mises en place, ça nous a un peu emmenés dans des mondes différents, des fréquentations différentes. Donc ça qui est un peu une déconnexion qui s'est amorcée au fil du temps.
Et puis à un moment, on s'est dit qu'on ne s'y retrouvait plus en fait. Même si on s'apprécie, ça a été une séparation très très amicale, amicale, pas amicable. Amicable. Oui. Oui, du coup, il y avait un disconnect et on s'est dit bon bah voilà, c'est la fin de la route. Donc d'un commun accord, sans animosité particulière? Non, il n'y a pas eu d'animosité. Bon, on va pas dire qu'on était joyeux à l'idée de se séparer, parce que c'est vrai que c'est quand même un aboutissement un peu triste de 7 ans de relation. Mais bon, il n'y a pas du tout d'animosité. Parfois, on est en contact. Elle m'a aussi aidé lors de mon deuxième divorce. Donc, vraiment pas du tout de problème là. C'était vraiment une séparation. On serre la main et puis on est OK, quoi. Et alors du coup, quand le fait que tu sois français rentre pas du tout en ligne de compte là dans ce divorce, vous divorcez là où vous vivez, en Californie. C'est quoi les démarches? C'est compliqué? Bah, c'est elle qui a un peu géré ça parce qu'en fait, moi, j'y connaissais rien, pour être franc. Elle non L'administratif, plus, peut-être a priori, hein. Je veux dire, oui, bah, c'est on vrai n'est pas que expert en divorce avant de passer par là, j'imagine. non, mais elle avait l'avantage de la langue et de connaître La les culture bases, on va juridique. dire. Voilà, les bases. Elle avait déjà dû faire des démarches juridiques pour d'autres trucs qui avaient rien à voir avec ça. Donc c'est elle qui s'occupait de ça. Au final, c'était très simple puisque on était d'accord. En fait, elle a téléchargé des formulaires en ligne. Je sais même plus si on a dû payer pour ça. C'est peut-être possible. On a tout rempli ensemble, tout décidé ensemble, et puis on a envoyé ça à la cour. Donc tu payes un frais de procédure. Je me rappelle plus, c'est peut-être $100, un truc comme ça. Ah oui, donc pas excessif. Non, c'est pas du tout excessif. On a peut-être payé, je sais plus, $50 pour des formulaires customisés, un truc dans le genre. Donc au final, pas vraiment beaucoup d'argent. Et bon, après, il y avait une période de réflexion de, je sais plus, il me semble que c'était 2 mois. Je me demande même si c'était pas 3 mois. Ça avait paru long en fait. Ah, genre on s'assure que vous divorcez pas sur un coup de tête, quoi. Ouais, donc en fait, une fois que tu as déposé ta demande de divorce à la cour, il faut attendre donc cette période de réflexion qui varie d'un État à l'autre. En Arizona, c'est une période différente. Mais bon, le concept, je pense, est similaire, où en fait, il se passe rien. Et puis, une fois que la période a expiré, s'il y a si on n'a pas fait de mise à jour sur le dossier, en fait, le juge approuve et puis là il y avait pas du tout de contentieux, donc il y avait rien à débattre. Donc c'est juste en fait le juge qui met son tampon et puis ça devient officiel. Donc c'était vraiment Le cas facile. facile, pas cher. Pas émotionnellement, mais administrativement, en tout cas, c'est Il facile. n'y avait pas eu trop de stress à ce niveau-là, donc on a pu se concentrer sur la logistique de la séparation, on va dire, au lieu de s'embrouiller avec des trucs autres. Et alors, toi, à ce moment-là, du coup, ça fait quoi? Ça fait 8 ans, 9 ans, grosso modo, que tu es aux US. Sachant que quand tu étais venue aux US, tu voulais bien y faire quelques années, mais tu as rencontré cette copine qui est devenue ta femme, qui t'a donné envie de rester. Tu es dans quel état d'esprit, du coup, après ce premier divorce? C'est vrai que moi, je pense pas trop à revenir à ce moment-là, parce que c'est vrai que j'ai un boulot que j'adore, ma carrière est bien établie, je connais pas mal de gens à San Francisco, donc c'est vrai que je suis posé, quoi. En fait, j'ai pas envie de rajouter en plus plus de trucs qu'il ne faut. Un déménagement vers la France, ça aurait été assez compliqué, je pense. Donc oui, ça faisait. Ça n'avait combien pas de sens, d'années du coup, si tu te sentais bien dans ton quotidien. Ah non, moi je me sentais tout à fait bien. San Francisco, c'était devenu chez moi, quoi. Je me sentais. T'étais devenu américain ou t'étais sous carte verte à ce moment-là? T'étais comment? Non, j'étais encore sous carte verte. Je m'étais pas occupé de la naturalisation, ce que j'ai fait plus tard, en 2016, il me semble. C'était juste après que Trump soit élu. Je me suis dit au cas où, on sait jamais. Oui, donc à une époque, je m'étais pas du tout occupé de ça. Et puis le divorce ne changeait rien au statut d'immigration. La carte verte, elle est valide pour 10 ans, quoi que ce soit. Donc ça est renouvelable en plus. Mais bon, j'ai jamais eu besoin de la renouveler puisque j'ai demandé la naturalisation avant. Mais bon, c'est vrai que du coup, la question s'est même pas vraiment posée dans ma tête de revenir. Moi, j'étais bien ici. Donc je suis resté. Et alors, à quoi ressemble ton quotidien et comment est-ce que tu rencontres
ta deuxième femme? Eh ben, la vie est plutôt sympa. Je travaille pas mal. Je travaille dans une start-up, jeune start-up, donc il y a pas mal de boulot. Mais moi, ça me plaît. Moi, ça me dérange pas. Il y a les happy hours avec les collègues, les Tous les sorties, clichés de la tech californien, quoi. les sorties par-ci, T'as par-là. Voilà. une table de ping-pong dans la salle de pause. Oui, les fêtes au bureau, tout ça. Une période très bien. Oui, moi, je me plaisais très bien. Je ne me voyais pas du tout retourner à Paris ou autre part en France. Donc, oui, oui, très bien. Et puis, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis mis à rencontrer d'autres gens. Et donc, je suis tombé notamment sur la deuxième personne qui deviendra ma deuxième femme. Et donc, je me suis rencontré via une app, il me semble aussi. Et puis, ça a pas mal cliqué au début, mais même très bien. Et puis, tout se passait bien pendant quelques mois. On avait emménagé ensemble. Ah, donc ça avance vite aussi à nouveau ici? Disons, au bout de 6 mois, il me semble, on a emménagé ensemble. Un peu moins vite que la première fois. Aussi, bon, j'étais plus âgé et puis plus d'expérience. Je me suis dit, on va peut-être ralentir un peu les trucs. Donc, Enfin, 6 mois, c'est quand même pas super lent. Hein. Oui, en fait, on est emménagé ensemble plus pour des raisons logistiques et financières, parce qu'on s'est dit c'est un peu stupide. Parce que la vie est super chère. Au bout de 6 mois, on s'est dit bon on a envie de continuer ensemble au moins pour un petit bout de chemin, donc ça a pas de sens de payer deux loyers assez chers en plus. Donc au final, on s'est mis ensemble. Et puis à partir de là, ça a commencé à aller moins bien. Il y a des trucs qui se sont révélés que j'avais pas vus avant, des crises agressives, des coups de colère en fait. Voilà, ça serait plutôt ça, des coups de colère très sporadiques. Pour toute raison ou... Pour des raisons vraiment diverses et variées. C'est très, très divers, un peu de tout. Et donc, bon, ça arrivait pas non plus tous les jours, mais ça arrivait de temps en temps. Et puis, je trouvais ça un peu bizarre, mais bon, à chaque fois, trouver des excuses du pourquoi, du comment. Donc, ok. Et bon, on a continué notre relation. Et puis au final, on s'est mariés. Parce que bon, malgré ces coups de colère de temps en temps, ça allait quand même bien. Et puis, on a continué notre petit bout de chemin. Et en 2017, on a eu un enfant ensemble. Et bon, après ça, même pendant qu'elle était enceinte, en fait, ça a vraiment commencé à se dégrader. Pareil, en fait, la même chose, mais en plus intense et plus fréquent. Des coups de colère où... Mais des colères contre la vie, contre la société, contre toi, contre elle? Contre moi. Que contre toi? Contre moi particulièrement. En fait, c'est un truc que tu dis ou que tu fais, et il y a une espèce de switch qui se... Ah ouais, tu t'y attends pas d'un moment à l'autre. Et ça explose. Donc c'était très explosif. Tu réagissais comment à ça? Ça te faisait peur ou... Parfois oui, c'était effrayant. Oui, il y avait quand même l'intensité de la violence a tendance à augmenter au fur et à mesure du temps, et notamment à partir du moment où elle était enceinte. Après, je me suis dit, bon, peut-être les hormones, tout ça, c'est possible. Mais bon, ça a continué après. Et c'était de la violence verbale ou la violence physique? Des deux. C'était violence verbale, violence physique, destruction de choses diverses et variées dans la maison. Donc moi, ça commençait à m'inquiéter. Mais bon, là, du coup, on allait avoir un enfant ensemble. Donc, c'était un peu délicat. Moi, j'avais pas envie j'avais envie d'essayer de donner une chance à cette relation, vu qu'on allait avoir un enfant ensemble. Et je pense que si on n'avait pas eu d'enfant ensemble, à ce moment-là, je serais parti. Je serais parti parce que ça commençait à dépasser les bornes de mon point de vue. Et tu lui en parlais ou elle n'était pas réceptive à ça, du coup, quand tu lui en parlais? Si, je lui en parlais, oui, mais moi, à chaque fois, c'était « oui, mais t'as dit ça, oui, mais si, oui, mais ça ». Il y avait toujours des excuses. Et bon, plus tard, je me suis rendu compte que c'est pas important ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. Surtout que c'était des trucs, genre, utiliser le mauvais mot pour dire quelque chose. Vraiment, c'était des trucs comme ça. Mais bon, je suis arrivé à la conclusion au bout de plusieurs années qu'il n'y a pas de justification pour ce genre de comportement, surtout que ça s'est empiré en fréquence, en intensité, en dangerosité aussi. Donc, je me suis dit non, c'est pas possible. Au bout d'un moment, on se dit, quelle que soit l'excuse que tu me donnes, il n'y a pas d'excuse pour se comporter comme ça. Bien sûr.
Mais c'est des tempéraments, j'allais dire, c'est des patterns qu'on entend souvent. C'est des gens qui sont très forts pour s'excuser, pour s'inventer des excuses tout à fait légitimes. Et quand tu as encore des sentiments ou que tu as une charge émotionnelle, c'est facile de te convaincre, en fait. Bah, c'était très manipulatif, en fin de compte. C'est ça que j'ai réalisé au bout de... Et du coup, l'aboutissement... Après, donc ça s'est empiré encore plus une fois qu'on a déménagé à Phoenix. Donc, mon fils avait... Donc, vous êtes partis ensemble à Phoenix, ok. À peu près 6 mois. Donc, elle avait un peu de famille ici. Et donc, on déménage à Phoenix. Et du coup, moi, je me retrouve isolé, en fait. Tu bossais à distance Ouais, pour en ta boîte de distanciel. San Francisco? Oui, ils m'ont laissé bosser en distanciel. Mais donc, du coup, j'étais isolé parce que je connaissais personne à part elle et sa famille qui était sur place. Du coup, je pense qu'elle s'est sentie plus en mesure de se laisser aller, on va dire. Parce que, du coup, qu'est-ce que j'allais faire? J'étais tout seul. J'allais pas claquer la porte et partir tout seul à travers le désert, quoi. Donc, c'était un peu l'idée. Et du coup, ça s'est vraiment empiré pendant l'année 2019. C'est jusqu'en juillet 2019 où là, j'en ai eu plus que ras-le-bol et je lui ai dit que voilà, c'était fini, que je m'en allais. Et là, du coup, grosse colère, très grosse colère, des menaces. Elle allait me démolir, tout prendre. Enfin, voilà, t'imagines le truc. Et elle s'en est pris physiquement à moi. Donc, elle a essayé de m'étrangler, coup de poing, coup de pied, poursuite avec des couteaux, enfin, la totale. Du coup, moi, j'ai appelé la police parce que là, je me suis dit, c'est complètement hors de contrôle. Je me suis dit, elle va me tuer, quoi. Ah, t'as vraiment eu peur pour ta vie? Bah oui, elle m'a étranglé, en fait, jusqu'au point où je pouvais plus respirer. Donc, elle m'a pris par derrière, elle m'a fait un espèce comme c'est une clé de bras, comme ça. Et je pouvais plus respirer. Donc, c'était vraiment flippant. Donc, j'ai appelé la police. Moi, j'ai jamais appelé la police de ma vie. C'est pas un truc que je fais légèrement. J'y ai même réfléchi à 2 fois, mais bon, je me suis dit non, là il faut. Du coup, ils sont arrivés assez rapidement. Moi, du coup, j'étais dehors, je m'étais enfui de la maison. Moi, dans ma tête, c'était la fin d'un cauchemar, mais en fait, c'était le début d'un autre cauchemar qui va durer jusqu'à nos jours. Donc là, ça fait 5 ans. Mais bon, du coup, ça a enclenché une procédure pénale contre elle. Du coup, c'est quoi? C'est l'équivalent de porter plainte? Comment ça se passe? Enfin, outre le divorce, t'as quand même eu un assault, quoi. Il y a eu une plainte, oui, en effet. Donc, la police est venue. Déjà, ils l'ont arrêtée. Donc, elle s'est barricadée dans la maison, a refusé de sortir. Ils ont failli enfoncer la porte. Et ton fils, il était là? Non, il était parti avec sa grand-mère. Heureusement. Heureusement. Et du coup, au bout d'un moment, elle est sortie. En fait, ils l'ont arrêtée sur le champ. Parce qu'en fait, j'avais enregistré avec mon téléphone certaines parties de l'altercation. Parce qu'il y avait des moments où je pouvais plus enregistrer. Il fallait que j'avais besoin de mes 2 mains. Et du coup, quand la police est arrivée, je leur ai montré les vidéos que j'avais sur mon téléphone. Et en fait, eux, ça leur donne une cause probable pour arrêter directement sur le champ, parce qu'il y a preuve, en fait, qu'il y a eu un crime qui a été commis. Du coup, ils l'ont embarquée direct. Elle est allée en prison pendant 3 jours, il me semble. Puis elle a comment on fait, je sais pas comment on appelle ça en français, posté de bail. Elle a payé sa caution? Oui, elle a payé une caution pour sortir. Par contre, elle a pas eu le droit de revenir. De revenir, de t'approcher, tu veux dire? Oui, elle avait interdiction de revenir dans la maison parce que c'est la scène du crime. Et donc, l'auteur du crime ne peut pas revenir sur la scène du crime. Et interdiction de m'approcher, évidemment. Il y avait un ordre de protection. Et mon fils, là, c'était une autre histoire parce qu'en fait, la grand-mère refusait de le rendre. Donc, il a fallu se débattre un petit peu pour Il avait quel âge? récupérer. Il avait 2 ans, du coup? Il avait pas encore 2 ans, il avait 1 an et 10 mois. Et la famille de ta femme à l'époque était... j'imagine qu'il y a toujours une déconnexion de la réalité. Ils se rendaient compte qu'il y avait un problème ou est-ce qu'ils l'ont défendu de manière aveugle? Comment ça s'est passé? Il y a eu un peu des deux, parce qu'en fait, de manière externe, elle présente bien. On voit pas ça. C'est juste à la maison. Contrôle jusqu'à ce qu'on ferme la porte de la maison. Et... Voilà, c'est tout juste à la maison. Donc en fait, c'est vrai que les gens avaient de la peine à croire. Sa mère était unilatéralement avec elle,
quel que soit les faits qu'elle ait commis, il y avait en gros rien à lui reprocher. C'était forcément moi. Les autres personnes, ils étaient pas forcément, il y avait pas d'animosité, mais ils étaient pas non plus, ils étaient neutres, on va dire. Et t'étais dans quel état d'esprit avant de te lancer du coup dans cette bataille juridique et pénale? Parce que du coup, comme tu le dis, t'étais hyper isolée physiquement. Déjà, ta famille, elle est pas sur le même continent, mais du coup, t'es depuis pas très longtemps dans cette ville, dans cette région. Tu connais peu de monde. T'as pas de collègues même en présentiel. Comment t'as géré ce moment-là? Ça n'a pas été facile. Déjà, ma mère est venue, elle a pris le premier avion qu'elle a pu trouver. Elle est venue 3 semaines. Donc, t'as eu le réflexe quand même de leur expliquer. T'as pas caché finalement ce que tu vivais, quoi. Non, là, de toute façon, c'était. De toute façon, ma mère avait déjà vu la manière dont elle se comportait. Et c'est justement certains commentaires que ma mère m'avait fait. Elle m'avait dit, c'est pas possible, tu peux pas accepter ça. Donc, c'est vrai que ça m'avait fait cogiter. Et puis, ça a un peu enclenché la fin des choses. Mais donc, du coup, quand elle a appris ça, elle a sauté dans l'avion, elle est venue, elle m'a aidé 3 semaines parce que c'est vrai que et donc, du coup, j'avais mon fils à temps plein. Quand même, tu avais pu le récupérer. Oui, je l'ai récupéré, mais donc la garde m'a été donnée temporairement à temps plein. Et donc, il fallait que je gère ça. Et je venais juste de commencer un nouveau boulot. Donc, c'était tendu. Et donc, j'avais tous les trucs pénals à gérer. Même si c'est pas moi qui suis poursuivi, il y a quand même pas mal de collaborations, des questions, des interviews. C'était très, très tendu. Et puis, il y a aussi une démarche de divorce qui a été enclenchée. Donc, moi, oui, je m'y suis pris immédiatement pour faire les démarches, parce que de toute façon, j'étais décidé. Et puis, en plus, vu ce qui s'était passé, c'est vraiment... Oui, il n'y a pas de moyen de faire demi-tour. Ça confirmait que j'avais pris la bonne décision. Il y avait même plus de doute. Voilà. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est que elle m'a doublé. Et elle a fait une demande de divorce en premier. Donc, je ne sais pas comment elle s'est débrouillée. Depuis la prison. Depuis la prison, oui. Et évidemment, elle a, en gros, tout mis à l'envers, où c'est moi qui ai tout fait, et elle demande le divorce, en fait. Que c'est toi qui aurais été abusif avec elle? Voilà, elle a tout renversé, tout essayé de me mettre sur le dos. Après, je pense quand elle a fait cette demande, elle n'avait pas forcément conscience des preuves que j'avais en ma possession. Donc, c'est vrai que ça c'est pas allé très loin. En fait, elle demandait la maison, la voiture, l'enfant, l'argent, elle voulait tout. Et en plus, me mettre des trucs criminels sur le dos. Voilà. En gros, c'était ça, pour résumer. Donc, moi, c'est la première fois que je recevais un document légal à mon encontre. Quand j'ai lu ça, mais quand j'ai lu le contenu, je sais pas, c'était une onde de choc. C'est genre, on m'avait mis un coup de poing dans la figure. J'étais allongé par terre, quoi. J'arrivais même pas à croire le niveau de malhonnêteté et de haine. Ça me paraissait incroyable. Bon, ça, c'était le petit bout de l'iceberg qui dépasse, parce que, en effet, ça a mis le ton sur ce qui allait venir. Et donc, par la suite, j'ai reçu des appels de la police, comme quoi elle avait déposé plainte contre moi pour violence. Bon, ça allait nulle part. Ils m'ont dit, oui, évidemment, elle dépose plainte après qu'elle soit fait arrêter. On s'y attendait un peu, en gros, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et aussi des accusations de maltraitance sur mon fils. Enfin, c'est vraiment un niveau dégoûtant. J'ai juste envie de vomir. C'est bas, quoi. Oui, bas. C'est plus que bas. Et comment tu t'y prends pour... du coup, j'imagine que tu as un avocat ou une avocate. Oui, j'avais pris un avocat. Donc un avocat qui était criminel et famille. Parce qu'il y avait quand même un aspect criminel, même dans le dossier familial. Donc, je me suis dit que c'était une bonne idée de prendre quelqu'un qui s'y connaît sur les deux. Ça a enclenché une procédure très contentieuse, très difficile. La procédure de divorce en elle-même s'est réglée en, je sais plus, pas très loin en fait. En octobre, on s'est mis d'accord via avocat. Et donc, en décembre, le décret était signé. Donc là, ça a pas pris très très longtemps en soi, cette partie-là. Par rapport au reste des procédures, quoi. Par contre, ce qui est différent du premier divorce, bon, déjà le niveau de stress et d'anxiété, d'animosité, c'est même pas comparable.
Le coût également. Bah oui, parce que du coup, tu as tous les frais légaux, les avocats que tu payes à l'heure. Tu as des retainers, des acomptes, des trucs comme ça. Voilà, exactement. Donc, et puis ça monte vite, c'est à $200-300 de l'heure, donc ça grimpe. Donc, c'est vrai que c'est plutôt bien d'essayer de se mettre d'accord sur certains trucs. En fait, à chaque fois, la question qui se pose, c'est est-ce que ça vaut le coup de se battre pour ce truc-là? Parce que c'est OK, j'ai envie de ce truc, ou alors je tiens vraiment à cette chose, mais est-ce que ça vaut 10 000, 20 000, 30 000 dollars de frais d'avocat et le temps et tout ce qui va avec. Enfin, et elle a gagné sa vie ou Non, on travaillait tous les deux à distance et on avait un boulot. Moi, elle travaillait dans l'industrie pharmaceutique, mais on avait des salaires similaires, on va dire. D'accord. Donc, il n'y avait pas de déséquilibre là-dessus. Il n'y avait pas de déséquilibre, non. C'était assez équitable. Il n'y a pas eu de ça. Donc, au début, on est parti sur pas de child support, pas de pension, pas de ci, pas de ça. En gros, c'était pour simplifier les choses. Et toi, tu demandais du coup la garde pleine de ton enfant ou est-ce que vous vouliez partager? C'est vrai que j'aurais pu demander ça. Après, il faut voir que c'est très difficile d'obtenir la garde pleine, même dans des cas comme ça, en fait. En tant que père aussi, j'ai l'impression qu'il y a une charge aussi beaucoup. On cherche à mettre l'enfant avec la mère, non? Dans ce cas-là, non. Mais c'est vrai qu'il y a cet a priori, et je pense que c'est vrai en France. Même de nos jours. Ici, c'était le cas avant. Il y a même eu un moment où c'était l'inverse, en fait. À l'époque, genre dans les années 50, il me semble, où le père est le chef de famille, en fait, les enfants étaient assignés direct au père par défaut. Mais bon, à l'heure actuelle, il n'y a pas trop de biais d'un côté de l'autre. Et dans les statuts, il n'y a rien qui dit que la mère doit être préférée. Il me semble d'ailleurs que ça dit le contraire. En fait. Il ne doit pas y avoir de préférence basée sur ci ou ça. Et du coup, en fait, pour enlever la garde physique, c'est très difficile. Et puis c'est vrai que moi, en même temps, je me posais la question de savoir est-ce que c'est vraiment dans son intérêt d'être coupé de sa mère. Donc c'est vrai qu'il y a ces questions-là. Après, tu as d'autres options. Ça peut être une garde supervisée. Mais bon, au final, on s'est mis d'accord sur une garde 50-50. Après, moi, là où j'étais pas trop d'accord, c'était sur les droits légaux, donc c'est-à-dire le droit de prendre des décisions, par exemple dans quelle école il va, ou de décisions médicales, des trucs comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des facteurs qui rentrent en compte par rapport à si la personne est capable de prendre des décisions raisonnées, et bon, étant donné son comportement et les opinions qu'elle a de temps en temps. Ouais, t'es en droit de questionner ça. Et donc, bon, au final, je me suis dit, OK, on fait un truc partagé, ça va raccourcir tout ce bazar. Et puis, c'était pas forcément la meilleure idée, pour être franc. Donc, parce qu'en fait, du coup, ça rallonge le conflit, parce que maintenant, il y a des conflits sur les droits parentaux. Vous êtes en contact tous les jours, tu veux dire? Il y a ça. Bon, ça, c'est vis-à-vis de la garde, on va dire, pour arranger certains trucs. Mais vis-à-vis des droits légaux, il y a des trucs où elle va bloquer, par exemple, des choses. Par exemple, si je veux l'emmener chez un thérapeute ou un psychologue, je peux pas sans son avis. Récemment, j'ai obtenu d'ailleurs un diagnostic, parce qu'il a été diagnostiqué hyperactif. Et du coup, elle a essayé de bloquer ça de toutes les manières qu'elle peut en disant... Alors que c'est dans l'intérêt de l'enfant. Elle a envoyé des messages, en gros, à l'hôpital en leur disant, d'un point de vue légal, vous devez avoir mon autorisation, blablabla. Mais sauf qu'en fait, l'autorisation, c'est que pour les décisions médicales, c'est pas pour les simples visites. La visite, ça permet d'obtenir... les interventions ou les médicaments. Mais le fait de faire une visite, t'as le droit, quoi. Voilà, exactement. Parce qu'à l'issue de la visite, il y a une décision médicale qui peut-être va être à prendre. Mais bon, il faut faire la visite avant de pouvoir arriver au point où on va prendre une décision. Donc, en fait, elle s'opposait même à la visite, ce qui est contraire, en fait, au décret. Donc, on a retourné à la cour, donc elle a perdu. Il y a des nouveaux ordres qui ont été entrés par la cour. Donc, vous allez à la cour à chaque fois que vous avez un désaccord, quoi. Oui, on y va assez souvent. Tout 2023, on était à la cour du mois de février jusqu'au mois d'octobre, il me semble, ou novembre. Donc on n'est pas tous les jours à la cour, mais je veux dire, il y a
le litige est en cours. Il y a plein de papiers qui sont déposés à la cour. Il faut les écrire, il faut les envoyer, il faut faire ci, il faut faire ça. Puis comme tu disais, c'est un budget. Oui. Et du coup, moi, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai pris une décision, donc vers la fin 2022, il me semble. J'ai pris la décision d'y aller tout seul. Ah, de plus te faire représenter légalement. Pas forcément parce que j'étais pas d'accord, pas parce que j'aimais pas mon avocat ou quoi que ce soit. C'est juste que d'un point de vue financier, je me suis rendu compte que ça va à la ruine, quoi. J'ai pas envie de bien. Je gagne bien ma vie. Je pourrais Ouais, me mais t'en as pour des permettre. années, quoi. Ça Mais se finira je jamais. me suis dit, si on y va à 30 000 ou 40 000 dollars par an de frais, jusqu'à ces 18 ans, bon, ça va me coûter un bras, quoi. Préfère payer ses frais d'université à la place, C'est quoi. sûr, je pourrais me permettre de payer ça, mais je préfère mettre cet argent dans autre chose, l'investir, oui, dans son éducation, ou dans d'autres choses qui sont plus bénéfiques pour lui. Et aussi, il y a le fait que l'argent, en fait, le coût des procédures est utilisé comme arme pour, en fait, l'idée, c'est se dire, je vais l'emmerder, je vais faire ça, mais c'est un truc qui est tellement petit, il va pas dépenser 2-3 000 dollars pour aller faire ça à la cour. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est vraiment très dur d'obtenir le remboursement des frais d'avocat. Il faut que l'autre soit vraiment pas du tout raisonnable. Même quand c'est le cas, c'est pas forcément donné. J'ai réussi à obtenir ça, même si j'avais pas d'avocat, en fait. J'ai juste obtenu le remboursement de mes frais de procédure parce qu'elle avait complètement été Ouais, c'est abusif, quoi. Enfin, pas raisonnable. Elle y a recours dès qu'elle peut, quoi. Voilà, donc quand la cour regarde plusieurs trucs, les différences de salaire, la raisonnabilité de chacun, et il décide en fait. Mais bon, c'est pas facile. Donc c'est vrai que quand tu es représenté par un avocat et qu'il y a un petit truc, genre par exemple si on a des clauses qui disent que quand je dépense de l'argent pour acheter des médicaments, pour aller chez le médecin, un truc comme ça, elle doit me rembourser ça, la moitié. C'est des petites sommes. Ça va être 50, 100 dollars. On va pas aller à la cour pour 50 dollars. Ça n'a aucun sens financièrement. Si tu es représenté par un avocat, même pour 1000 dollars, ça vaut probablement pas le coup. Donc, en fait, elle jouait là-dessus. Et puis, au final, pendant 2 ans, elle a refusé de me rembourser des trucs qui étaient clairement établis comme étant remboursables dans le décret. Et ça s'est accumulé jusqu'à un peu plus de 4 000 dollars. Et là, j'en ai eu marre. Je me suis dit, c'est pas possible. Parce que tu as l'impression que si tu laisses passer un truc, en fait, c'est la porte ouverte à d'autres trucs, quoi. C'est, je peux faire ça, donc maintenant, je peux faire ça et ça et ça. Et ça finit jamais. Donc, j'avais envie gamine, quoi, en fait. C'est juste pour emmerder le monde. C'est pour se venger, en fait, du fait que, en gros, je lui ai causé des ennuis, quoi. Après, elle regarde pas le fait. C'est à cause de ses décisions à elle, quoi. Oui, voilà, mais c'est elle qui a levé la main. Elle voit pas ça. Elle voit juste le fait que j'ai appelé la police et que j'ai ruiné sa réputation. Mais bon, c'est ses propres actes qui sont la responsabilité de tout ça. Enfin bon, c'est que des petits trucs comme ça. Et donc, d'un moment, j'en ai eu marre. Je me suis dit, bon, ok, c'est que 4 000 dollars. En fait, je m'en fous un peu de l'argent en soi. C'est plus pour le principe, vraiment pour put my foot down, comme on dit, et pour qu'elle comprenne le message. Et donc, comme ça valait pas le coup de prendre un avocat là-dessus, et qu'au final, c'était un truc assez simple. Enfin, simple. Une des procédures les plus simples. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire ça par moi-même. Au pire, je gagne pas. Et j'ai pas mes 4 000 dollars, je m'en fiche. Mais au moins, t'as pas perdu d'argent. Voilà, dans la procédure, quoi. Je le voyais en fait comme une occasion pour apprendre, parce que je me suis dit, ça va pas s'arrêter demain, donc j'en ai probablement pour 10 ans encore. Donc autant que j'apprenne à faire ça moi-même pour que je puisse faire le gros des choses moi-même, et juste utiliser un avocat vraiment quand c'est absolument nécessaire. Parce que c'est vrai que ce genre de divorce, j'ai entendu des cas où ils sont à la cour pendant des années, des années, des années. Au final, ça peut s'amonceler dans les centaines de milliers de dollars, voire le million de dollars de frais légaux. Au final, c'est une perte d'argent monstrueuse. Même quand on a l'argent, je pense, c'est vraiment stupide. Et bon, du coup, j'ai fait ma procédure moi-même. J'ai gagné, j'ai eu le remboursement j'ai même obtenu plus que ce que je demandais. Mais du coup, alors, étant fidèle à elle-même, elle a décidé de se venger. Donc, parce qu'à ce moment-là, je lui payais 50 dollars donc on avait fait un procès l'année précédente et donc j'avais perdu pour
pour l'histoire du child support. Et donc, il m'avait mis $50 par mois de child support. Encore vraiment Qui est dérisoire. Tu fais rien avec vraiment 50 pour $. m'emmerder. Oui, c'est vraiment juste pour m'emmerder. Et du coup, je lui payais ça. Et puis, pour se venger, elle a fait une pétition à la cour où elle demandait que ce soit changé et que maintenant ce soit, je sais plus, 5 ou 600. Un truc comme ça. Donc, en gros, elle voulait que ce se multiplie par 10 sur la base de rien, en fait. Elle n'avait pas vraiment fourni de Mais preuves. ils lui disent pas ça suffit, madame, à la cour, au tribunal? Enfin, genre, on vous voit toutes les semaines ou tous les mois, vous avez toujours un nouveau truc à sortir? La juge a dit des fois, il faut que vous entendiez mieux, mais bon, en gros, c'est un truc bateau qui disent si je pouvais, je reviendrais pas à la cour. Ça dépend pas forcément de moi. Je vais pas laisser les trucs se passer juste pour vous faire plaisir et pas revenir, quoi. Non, bien sûr, bien sûr. Non, mais il pourrait lui dire à elle, enfin, genre, ça inoff, quoi. Après, le truc qu'il faut savoir, c'est que quand tu te représentes toi-même, en fait, et si tu fais trop de démarches et que, surtout si elle s'avère ne pas être supportée par les faits ou par la loi, en fait, au bout d'un moment, ils peuvent te déclarer comme étant un vexatious litigant, ce qui veut dire en fait que, en gros, tu les emmerdes. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'elle aussi, elle se représente elle-même ou elle a un avocat? Non, elle a un avocat, elle en a même plusieurs. Donc, ils peuvent te bannir de la cour. Enfin, t'es pas vraiment banni. C'est juste qu'il faut que tu demandes l'autorisation pour faire des On te démarches. complique la vie, quoi, pour que tu arrêtes de faire des demandes tous les 4 matins. Voilà, donc à chaque fois que je fais des trucs moi-même, et chaque fois ils disent « Ah, mais il abuse, il faut le… » En gros, ils veulent que la cour me bannisse, mais moi, à chaque fois, mes pétitions sont supportées par des faits et par la loi, donc la juge, elle peut rien faire. Enfin bon, du coup, elle fait sa pétition pour se venger, pure vengeance. Elle a attaché aucune documentation qui justifie une multiplication par 10. Donc, en gros, moi, j'oppose. Je dis il faut de la documentation. Et là commence la rigolade, si je puis dire. Des bobards à plus en sortir. En gros, elle dit qu'elle n'a pas d'argent. Bien sûr, c'est de ma faute parce que je l'ai fait virer de son travail, parce que je l'ai fait condamner. Je suis personnellement responsable. Apparemment, j'étais derrière le procureur à la pousser pour qu'elle la condamne. Enfin, c'est vraiment des trucs risibles. Si c'était pas triste, ce serait risible. Et donc, en gros, elle vend des bijoux à la sauvette pour se faire de l'argent. C'est ça. Donc elle travaille plus. C'est ce qu'elle dit dans la demande. Donc, j'ai fait une demande dans mon opposition de documentation pour supporter cette demande qu'elle a faite. Donc, c'est en gros son argumentation, c'est je gagne $600 par an, il me semble, elle a dit un truc comme ça. Et je sais évidemment que c'est pas vrai. Je vois bien comment mon fils vit, je vois dans quel quartier il vit, j'ai une idée du coût de la vie qu'elle a, ça n'a aucun sens. Et donc, enfin bon, plusieurs mois se passent où il y a vraiment des requêtes assez intenses à la cour pour faire Puis comment elle paye les avocats dans ce cas-là, surtout? Ah ben là c'est parce qu'elle est pas bête. Elle dit c'est ses parents. Moi, je suis quasiment sûr que c'est pas vrai, mais bon, va le prouver en fait. Et je vais pas faire une demande de compte en banque des parents parce ils font pas partie du dossier vraiment. Enfin, à la limite je pourrais, mais ils s'opposeraient à ça, c'est sûr. Je peux pas faire une demande à l'avocat de divulguer qui le paye. Donc en gros, c'est un mensonge qui est invérifiable. C'est que des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que ça a pris 9 mois de litige pour arriver à obtenir la documentation qui montrait en fait que non seulement elle a un travail et qu'elle travaillait depuis 2 ans. Et donc en fait la première fois on était à la cour où j'avais perdu pour l'histoire du child support donc il m'avait assigné $50 par mois. Et il s'avère que c'était tout basé sur de la fraude. La documentation qu'elle a fournie, c'était frauduleux, elle avait menti. Donc en fait, j'ai essayé de faire renverser ce jugement, mais je ne pouvais plus parce que le délai était passé. Mais bon, la juge a quand même trouvé qu'il y avait des éléments de fraude qui avaient été commis. Donc ça donne un peu une idée de la personnalité. Et donc là, elle était en train de refaire la même chose. Donc c'était tout était flou, obscur. Mais j'ai pas de déclaration de revenus. Ça fait 3 ans que j'ai pas fait de déclaration de revenus, j'ai pas de papier, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Puis après, j'ai essayé de faire une demande directement à son boulot une fois que j'ai su qu'elle travaillait, qui a été bloquée sous prétexte que c'était du harcèlement. Mais bon, du coup, au final, ce qui s'est avéré, c'est que comme moi, j'arrivais pas à obtenir les preuves qu'il me fallait
et que c'était sa pétition. Donc, c'est à elle en gros, de démontrer que le child support devrait être multiplié par 10. Et comme elle a fourni aucun document qu'elle avait supposément en sa possession, et vous, la juge a dit, en gros, vous auriez pu fournir ci, ça, vous auriez pu donner ça, vous auriez pu faire ci. En gros, elle a fait un détail de tous les trucs qu'elle aurait pu faire pour prouver sa bonne foi. Elle a rien fait. Donc, la conclusion, c'est que votre pétition, elle est pas valide, quoi. Donc, en gros, elle a perdu. Et donc, ça s'est complètement renversé sur elle à l'envers, puisque maintenant, c'est elle qui doit me payer du child support. C'est vrai? Oui. Donc, c'était complètement une catastrophe et ça a dû lui coûter, je ne sais pas combien, une dizaine de milliers de dollars. Mais visiblement, l'argent n'est pas un problème de son côté. Elle préfère dépenser de l'argent tant que ça m'ennuie. Donc, c'est très, C'est fou, cette rage qui ne s'arrête pas, quoi. Ça fait quoi? Ça fait 6 ans que tu es en procédure? Depuis juillet 2019. Donc, ouais, ça va faire 5 ans, là. Et puis, j'ai quand même plusieurs autres années à faire. Parce que mon fils n'a que 6 ans et demi, là, il va avoir 7 ans bientôt. Donc, c'est raisonnable de penser qu'il y a encore pour 10 ans, quoi. Et comment il vit ton fils ça, d'être entre vous deux? Parce que de ce qu'on entend de la maman, on imagine que elle n'a pas une statue à ton effigie chez elle à dire « Oh, papa est merveilleux ». C'est sûr, c'est même le contraire. Donc, c'est vrai que... Ça doit pas être facile d'être tiré comme ça. Déjà, la bonne partie, c'est qu'en fait, comme il n'y a jamais d'interaction directe, c'est tout par email, par avocat. Donc déjà, il n'en est pas témoin. Donc, il n'est pas là à la cour, évidemment. Donc, c'est un peu invisible pour lui, tout ça. Après, c'est vrai qu'il doit ressentir le stress. Parce que c'est vrai que tout 2023, j'étais quand même stressé. Parce que c'est vrai que je travaillais à temps plein, je m'occupais de ma famille. Et puis, le soir, en fait, je devenais avocat et je faisais des pétitions, des motions et tout ça, et des recherches. Donc, ça me prenait vachement de temps, ça me stressait. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc nouveau qui se passe, en gros, faut réagir. Tu reçois un papier, tu dis, c'est quoi ce truc? Tu essaies de comprendre, tu recherches, tu regardes les règles, les jurisprudences, les statuts, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est assez stressant. Bon, une fois que tu l'as fait, après, c'est moins stressant parce que c'est vrai que c'est comme, les trucs se répètent, en fait. Donc, t'as pas besoin de tout réapprendre à chaque fois. Et à un moment, elle va quand même être à court d'options pour t'embêter, non? Ou elle aura fait le tour? Elle a l'air d'avoir d'imagination. On peut pas lui enlever ça. Mais enfin bon, au final, il se porte plutôt bien. C'est vrai qu'il a quand même pas mal de questions. Parce qu'après, sa mère lui dit des trucs. Elle me dit, maman, elle essaye de me faire croire que ci, que ça. Après, il a l'air assez lucide sur les choses. Donc, au final, il se porte plutôt bien. Étant donné la situation. Mais c'est vrai que le gros du truc, en fait, il ne le voit pas. C'est pour ça, je pense. Il n'y a pas de conflit visible. Et je me demandais du coup le fait, tu vois, côté, vous avez un enfant du coup qui est biculturel, comme tu as l'air d'être dans une relation avec ton ex-femme très procédurière, tu peux quand même l'amener en France, tu peux le faire sortir du pays de temps en temps pour aller voir justement ta famille ou... Oui. Après, elle aimerait bien que je puisse pas et elle a plusieurs fois essayé de bloquer. Et d'ailleurs, là, je suis dans une histoire de renouvellement de passeport qui va sûrement se finir à la cour encore. Donc, toutes les démarches, en fait, il faut que je m'y prenne 1 an, 6 mois à l'avance minimum, parce que je sais qu'il y a une grande possibilité que ça finisse à la cour, et la cour bouge très lentement. Il faut savoir ça aussi. Après, pour les gens qui sont habitués à la vitesse normale du monde, la cour, ça a l'air d'être des escargots. C'est pas le même espace-temps. Pour eux, 3 mois, c'est pas très long, quoi. Oui, sauf que quand tu attends un jugement, 3 mois, c'est long. Donc, ils ont un peu une vision différente des choses. Mais oui, en effet, je peux l'emmener. J'ai le droit de l'emmener où je veux, en fait. Bon, après, il y a une liste de pays qui sont prédéfinis. Il me semble que c'est sécurité niveau 1, un truc comme ça. En gros, je peux pas l'emmener en Afghanistan. D'ailleurs, pour la petite histoire, en fait, quand on a fait le décret, son avocate avait mis ce langage assez standard, en fait, qui dit on peut l'emmener où on veut, aux États-Unis ou au Mexique ou dans n'importe quel pays de niveau de sécurité 1.
Bon, moi, je lis ça, je me dis, OK. Cool, la France est dedans. Oui, sauf qu'après, je me dis, attends, je vais quand même vérifier que la France, elle est niveau 1. Et en fait, il s'avère qu'elle était niveau 2 Non, c'est vrai. à cause du Des terrorisme. attentats. Ouais, Ah, vache. ouais. Et donc, du coup, j'ai dû faire modifier le langage pour inclure, en gros, les États-Unis, le Mexique, la France et tous les autres de niveau 1. Du coup, parce que sinon, en fait, sans le vouloir, j'aurais été en violation du décret en l'emmenant en France. Donc, c'est ce genre de petit truc où il faut faire attention. Parce qu'après, c'est le genre de truc où elle peut sauter dessus pour me causer des Bien sûr. problèmes. Donc, mais oui, tu peux Est-ce que on a parlé beaucoup là du coup des aspects légaux. Est-ce que à côté de tout ça, tu t'es fait soutenir aussi, aider? Enfin, je veux dire, je sais pas, du côté mental. Enfin, t'as une énorme charge émotionnelle. T'as aussi un traumatisme, j'imagine, de ce qui s'est passé? Ouais, c'est pas facile. C'est vrai que l'année 2023 a été assez difficile mentalement. On va dire, grosse charge, trop de trucs à faire, je surchargé tout le temps et stressé tout le temps en fait. C'est un peu le cas depuis 2019. D'ailleurs, on en reparlait avec ma femme l'autre jour. 2019, c'était vraiment. D'ailleurs, mon Fitbit en fait pensait que je faisais du sport en permanence pendant je sais plus combien de temps parce que Tellement que t'avais le cœur qui rythme, battait vite. pendant Ouais, 15 ouais. jours après l'attaque, mon rythme cardiaque était à 100, 110 tout le temps en fait. Il me disait, vous avez fait, je sais plus, 5 heures de sport, c'est bien. Sauf que c'était pas du tout ça. Donc beaucoup de stress en 2019. 2020, c'était la pandémie qui est venue avec son lot de difficultés, de challenges et aussi son lot de nouveautés du point de vue légal, des situations qui avaient jamais été vraiment adressées. Donc c'était un peu intéressant et bizarre en même temps. 2021, ça allait, c'était plutôt calme. Bon, il y avait quand même des trucs à la cour à la fin de l'année. 2020, non, en 2021, il y avait beaucoup de litiges. 2022, c'était calme. Et donc en 2023, c'est reparti. Et 2024, ça s'annonce pareil. Oui, après, au niveau du soutien, c'est vrai que j'ai ma famille avec qui je suis en contact très régulièrement. Même si on est loin, c'est vrai qu'on fait des appels. Pareil, j'ai mon meilleur ami d'enfance qui est toujours en France. Bon, on se parle régulièrement, tous les quelques mois. Mais on fait pas, on discute. Après, sur place, j'ai aussi ma femme qui est une très grande aide, non seulement parce qu'elle est géniale, mais aussi parce qu'elle est psychologue de formation. Donc, Est-ce que c'est sain d'être le patient de sa femme? je suis pas son patient, mais par contre, elle me Elle sait te donne, fait parler, quoi. elle m'aiguille ou donne des conseils. Et puis c'est vrai qu'en fait, elle a une compréhension de la situation et de la santé mentale, de l'impact sur la santé mentale, mais aussi de la santé mentale de l'autre personne. Donc il y a des éléments qu'elle comprend très bien. Parce que c'est vrai que quand j'explique ces trucs-là à des gens, ils me disent mais c'est pas possible. Enfin, ils ont du mal à comprendre en fait que quelqu'un puisse se comporter comme ça. Et elle comprend très bien parce qu'elle connaît. Elle connaît ce genre de personnalité. Donc c'est vrai que c'est une ressource très importante pour moi. Elle est toujours à mes côtés. Elle me soutient à 100%. Quand je lui ai annoncé que je comptais faire tout ça moi-même, parce que je dis je vais pas dépenser tout notre argent pour faire ça en fait. Donc elle m'a dit bon vas-y. Bon après c'est vrai qu'elle m'a soutenu, elle est venue avec moi à la cour et tout. D'ailleurs elle m'a dit qu'elle était terrifiée pour moi. Ah ouais? Quand j'étais, c'est assez impressionnant en fait parce que j'étais tout seul à la cour devant le juge face à l'autre partie et à son avocat. Et donc c'est vrai que bon, j'avais bien bachoté mon truc, c'était bien ficelé, mais C'est c'est vrai que impressionnant, ouais. c'est impressionnant et puis faut pas se démonter quoi, faut garder la confiance parce que c'est vrai qu'au début Et ta contenance aussi, j'imagine. je me disais le juge ou la juge va penser que je suis un imbécile et que j'y connais rien. Mais bon, il s'avère que j'arrive à faire un argument qui se tienne et puis elle a vu que c'était solide. Mais bon, c'est vrai que je doutais beaucoup et puis donc elle m'a dit quand on a fait un procès, je sais plus 3 heures ou un truc comme ça. Donc elle est venue avec moi pour me soutenir et donc elle me dit j'étais terrifiée pour toi. Mais moi du coup, j'avais même pas le temps d'y réfléchir parce que ça va tellement vite et il y a tellement de trucs à penser parce qu'au fur et à mesure où l'autre personne témoigne, il faut en gros réagir
préparais tes questions pour contre-attaquer. Donc c'est vrai que j'ai tellement de trucs dans la tête, j'ai pas vu passer les 3 heures et puis j'ai même pas pensé en fait à rien d'autre à part juste me concentrer sur ça. Ouais, t'étais vraiment dedans, quoi. Mais bon, elle est toujours là pour me soutenir, elle est à la fond derrière moi et elle comprend ce que j'essaie de faire, elle comprend le pourquoi du comment. On parle de plus en plus, et c'est bien, des relations toxiques, abusives dans le couple. Mais c'est vrai que c'est très souvent la femme, la victime. On ne parle pas beaucoup des situations où l'homme a été la victime. Ça, c'est une très très bonne question. Je suis contente que tu mentionnes ça. Parce que figure-toi que bien que j'étais la victime dans le cas pénal, c'est limite si j'étais pas traité comme l'accusé en fait. Parce que t'es l'homme ? Oui, par exemple, oui, parce qu'en fait, c'était pas apparemment croyable qu'une femme puisse attaquer de manière si violente un homme. Alors que j'avais des vidéos, littéralement, où on la voit elle en train de m'attaquer. Donc, il y a peu de doute. Ils sont même allés jusqu'à dire qu'en fait, j'ai genre photoshopé les vidéos à la va-vite pendant que j'attendais la police après que j'ai appelé 911. Je leur dis, mais attends, sur mon téléphone, dans la rue, en 5 minutes, j'ai genre incrusté sa tête dans les... Non mais franchement, on nage dans le délire. Donc en gros, j'ai dû leur donner mon téléphone, qu'ils m'ont toujours pas rendu, pour qu'ils vérifient que les vidéos donc ils ont fait n'ont pas été altérées. Et voilà. Et donc, mais bon, c'était quasiment... En fait, on me croyait sur rien, même si j'avais des preuves super solides. Je veux dire, on fait pas mieux qu'une vidéo quand même. Donc, Et du coup, c'est quoi ? On fait une enquête de moralité dans les entourages ou t'as des gens qui viennent témoigner un peu pour... Il n'y a même pas eu ça, non. Il n'y a même pas eu ça. C'était purement basé sur les preuves. Donc, ils ont quand même fini par se baser sur les vidéos. Oui, mais bon, c'est vrai qu'il y avait... En gros, il y avait beaucoup de... Je voyais, ça les embêtait, en fait. C'est pas commun comme situation, c'est pas crédible. Après, je comprends très bien que ce soit les hommes qui attaquent les femmes, c'est la situation principale, c'est en nombre, il y a pas photo, c'est ce qui arrive le plus souvent, mais c'est vrai qu'on parle jamais des autres cas de figure, et en fait, je trouve que c'est dommage. Par exemple, quand en France, le terme qu'ils utilisent, c'est violences faites aux femmes, qui en gros englobe un peu toutes les violences conjugales, mais ça cache, ça cache le fait qu'il y a aussi des violences de femme à femme, de homme à homme et de femme à homme. Et en fait, quand tu te pointes avec des accusations qui rentrent pas dans le moule, t'es un peu traité de manière suspecte. Donc c'est vraiment le ressenti que j'ai eu en fait que c'est pas croyable en fait. Que oui, vous êtes un peu plus grand qu'elle, vous êtes un homme, il y a évidemment aucune possibilité qu'elle vous ait fait ça. Ma gorge, elle s'est écrasée toute seule, les hématomes, ils sont faits tout seuls. T'as fait une expertise médicale après pour justement avoir des preuves de ce qui t'était arrivé aussi ? Oui, ils m'ont emmené. Ils m'ont même pas demandé en fait. Ils m'ont emmené voir une infirmière. C'est pas à toi d'y penser, quoi. Ouais. Je pense qu'ils m'ont demandé mon accord, si je me rappelle. C'est un peu flou parce que j'étais complètement traumatisé. Mais bon, ils m'ont emmené voir une infirmière. C'était ce poste de police, il me semble. Donc, elle a fait une analyse, elle a regardé ma gorge, donc il y avait des contusions, que ça avait l'air écrasé. Après, il y avait des hématomes, des coupures, des égratignures un peu partout. Donc, elle a relevé, je sais plus, 21 endroits sur mon corps qui étaient. Donc, c'est quand tu vois le rapport, tu te dis c'est pas un petit truc, quoi. C'est pas genre elle lui a mis une gifle. Donc c'est vrai qu'ils avaient du mal. Une gifle n'est pas ok non plus d'ailleurs. Hein, non. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Tout à fait. Non, c'est pas ok du tout. Mais bon, c'est pour dire que c'est un niveau de violence quand même beaucoup plus élevé, et donc ils avaient du mal à rentrer ça dans leur tête que oui, une femme peut faire ça, une femme c'est fou les préjugés en fait. Enragée, et surtout le fait que moi je suis pas du tout une personne violente, et en fait je me suis juste défendu au minimum pour pouvoir me sortir de là. Et donc c'est vrai que j'avais pas l'intention de lui faire mal. Donc c'est vrai que j'aurais peut-être pu franchement, je pense que j'aurais pu me débattre plus, et j'aurais sûrement fait plus mal, mais je l'ai pas fait. Et donc c'est vrai que si tu prends en compte une personne qui est très agressive, une femme qui est très agressive, et un homme qui est au final pas très agressif, moi je suis plutôt calme. Oui, c'est possible. Après, c'est vrai que eux, ils voient pas ça. Ils ont pas un rapport de personnalité. Ils voient juste que oui, il y a 21 blessures. Ah oui, il y a des vidéos. Oui, mais c'est quand même bizarre.
c'est une femme, comment elle a pu faire ça? Et donc, vraiment, en tant que victime, c'est démoralisant, quoi. Mais croyez-moi, écoutez-moi. C'est Regardez genre, ce que je vous amène. mais vous avez retrouvé les couteaux, mais vous avez les vidéos, mais vous avez vu les blessures. C'est quoi le problème, là? C'est, c'est frustrant, quoi. Et puis, je pense, tout à l'heure, je te disais qu'à la cour de famille, il n'y a pas vraiment de biais, par rapport à qui devrait avoir la garde. Par contre, à la cour pénale, je pense que je peux affirmer, sans trop de doute, que le fait qu'elle soit une femme, ça a joué très, très, très grandement. Si les positions avaient été inversées, si c'est moi qui avais été l'accusé pour les mêmes faits, je pense que je serais peut-être en train de sortir de prison à l'heure actuelle. Parce qu'au final, elle a été condamnée à quoi? 3 fois rien. Non mais, parce qu'il faut expliquer comment ça marche, le système pénal ici. Parce que je pense que c'est un peu différent du système français. Bon, il y a beaucoup de similarités. Mais le truc, c'est que, donc, tu es arrêté, tu es accusé de certains faits, en fait. Et donc, le procureur prend le dessus, en fait. Il va essayer d'établir un dossier à charge pour prouver, en fait, que c'est vraiment vrai. Mais en fait, le système de justice est un peu comme en France. Pas autant, peut-être, mais comme en France, surchargé. Et les procureurs, ils ont je ne sais pas combien de dossiers à gérer. Et donc, en fait, leur stratégie, c'est de faire le minimum. De pas aller surtout pas au procès, parce qu'un procès, ça prend extrêmement beaucoup donc essayer de trouver de un ressources. accord. Voilà, donc en fait, s'ils peuvent obtenir un verdict coupable sans aller au procès, c'est win-win, parce que eux, ça leur fait un win de leur côté. Et puis en même temps, ils n'ont pas besoin d'aller au De procès déployer trop de ressources. qui coûte de l'argent, qui coûte du temps, qui mobilise plein de trucs. Il faut trouver des jurés, blabla, c'est tout un bazar. Donc, en fait, c'est leur stratégie. Et donc, la procureure, en fait, continuait à faire des offres, donc un plea deal. Je sais pas quel terme c'est en français. Je sais pas, c'est le fait d'accepter de plaider coupable, quoi. Voilà, ils disent, tu plaides coupable et on te donne un truc Et on te réduit, donne en ça. fait. Et donc, au final, au début, ils étaient partis avec 1 an de prison et ci et ça. Et puis, elle voulait pas plaider coupable. Et donc, en fait, ils continuaient à rabaisser. Et bon, je comprends ce qu'ils font, mais quand t'es la victime, tu te dis, mais en fait, ils vont aller jusqu'où, là? En gros, ça va se finir où ils vont lui mettre une tape sur la main et puis dire au revoir, quoi. Parce que, juste pour obtenir un verdict coupable. Et donc, au final, elle a eu 18 mois de ce qui s'appelle probation, ici. Donc, c'est en gros, t'es en liberté, mais t'es surveillé avec C'est le sursis, en fait. tes guillemets. Oui, peut-être ça s'apparente au sursis, mais tu dois remplir des conditions pour rester en probation et pas justement faire ta peine. Oui, donc ça s'apparente au sursis, je suppose. Et donc notamment, il faut que tu pointes tous les, je sais plus combien, semaines ou un truc comme ça avec ton probation officer. Et donc ils font des rapports, ils viennent chez toi, ils regardent, ils arrivent à l'improviste, ils te font des tests. Donc comme c'était un crime de domestic violence, en gros, une des conditions, c'était de pas boire aucune substance, en gros, et aussi de participer à un programme pour les gens qui sont abusifs. Donc, il y a certaines conditions à remplir. Au bout des 18 mois, en fait, si tu as tout rempli, ils te disent OK, et puis c'est bon, tu as fini, quoi. Tu n'as plus besoin Ah oui, de donc elle s'en pointer est quand même pas mal sortie. Oui, sauf que et aussi, entre-temps, il y avait donc une des conditions, c'est de pas commettre de crime, pas parler à la victime. Enfin, il y a plein de conditions. Et donc, elle a en gros pas respecté plusieurs conditions, notamment l'histoire de pas boire. Il faut savoir qu'elle a un problème d'alcool aussi, qui a aggravé franchement la violence. Il y a pas photo. Et donc, plusieurs fois, elle a pas respecté. Elle a testé positive à l'alcool. En gros, il faisait rien. Et le truc, c'est qu'il me tenait au courant, genre, des mois après, quoi. C'était tout vraiment très, vraiment, t'es le dernier à savoir, quoi. Et donc, je sais plus, en décembre, un truc comme ça, décembre de, je sais plus quelle année. En gros, je reçois un message de son probation officer qui me dit, elle va aller en rehab. Soit elle va en cure de désintoxication, soit sa probation est révoquée. Donc, ça veut dire que du coup, tu vas en prison parce qu'elle avait eu des violations de ces conditions répétées. Mais c'est pareil,
Ils attendent, c'était arrivé, je sais plus quoi, 4, 5, 6 fois. Ils attendent, ils font rien. Ouais, ils sont débordés, donc ils laissent les gens, leur donnent beaucoup de chances de se racheter, quoi. Franchement, pour qu'ils te retirent ta probation, je pense qu'il faut faire un truc carrément pas OK, quoi, parce que ils ont l'air de vraiment pas trop se fouler. Enfin bon, du coup, c'est comme ça que ça s'est passé. Un avis assez partagé personnellement sur le système pénal. Ça, je trouve, c'est sur le papier, c'est un système qui a l'air bien. Dans les faits, je pense, dû aux limitations des ressources humaines et des ressources financières, c'est un peu une justice au rabais où en fait on se focus plus sur un verdict coupable qu'une vraie justice. Parce qu'au final, ils m'ont jamais demandé si bon, ils te disent en fait, on va faire cette offre en fait. Et à chaque fois, tu vois l'offre qui descend. Tu te dis, mais c'est pas possible. Mais en fait, tu peux rien faire en ton victime. Tu peux pas opposer. Enfin, d'après ce que je sais. En tout cas, j'étais pas en mesure d'opposer. J'avais aucune connaissance de tout ça. Donc, c'est assez frustrant. Comment tu vas aujourd'hui ? Bah, aujourd'hui, écoute, ça va bien. Moi, je suis content avec ma vie. Je me porte Donc, t'as bien. refait ta vie ? Oui. Donc, comme j'ai dit, je me suis remarié en 2022 avec donc ma femme qui, comme je disais, est psychologue. Et donc, on vient juste d'avoir un bébé ensemble. Tout un petit garçon de 4 mois. Donc, tout va bien. On va de l'avant. Et donc, personnellement, moi, j'essaye de... Mon approche... Après, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. C'est d'essayer de prendre un événement négatif et essayer d'en faire quelque chose de positif. Donc, une opportunité d'apprendre, de s'améliorer. Après, c'est vrai que tout le travail légal que j'ai fait, moi, au final, ça me plaît plutôt bien. Donc, je me dis peut-être à terme, un jour, faire une reconversion professionnelle. Ah oui, carrément. Dans ce domaine, dans plusieurs années. Pas forcément. Ben, vu que mes enfants sont encore petits, je me dis c'est peut-être pas très, très bon au niveau de la charge de travail. Mais dans plusieurs années, pourquoi pas, ce serait possible. C'est un truc qui m'intéresse. Et puis c'est vrai que j'ai aussi, ayant vécu ce calvaire légal, mais après au niveau pénal et familial, c'est que j'étais complètement désarmé et que même si j'avais un avocat, j'ai trouvé que en fait, c'était pas assez, quoi. Les avocats, ils font un travail qui est, en fait, très minimal. Parce qu'en fait, ils ont pas le temps de connaître ton dossier par cœur, à moins que ce soit ton avocat depuis je sais pas combien d'années. Mais c'est vrai qu'ils gèrent, je sais pas, des dizaines de clients à la fois. Donc, ils ont pas le temps de faire tout en approfondi enfin, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui manquaient, en fait. Ça aurait pu être mieux et plus efficace. Donc, je me dis peut-être apporter ce genre de soutien à des gens qui en ont besoin. Puis il y a aussi les gens qui prennent pas d'avocat et qui passent à travers ça sans aide. Et là, c'est des ravages parce que quand tu vas contre une personne comme ça, sans défense, c'est en gros tu te retrouves sur la paille et dans la merde, pour dire ça. Donc c'est vrai que ça me tient à cœur aussi de pouvoir aider les gens qui sont dans cette situation. Et alors, justement, toi et moi, on s'est rencontrés, on calculait avant d'appuyer sur enregistrer il y a 17 ans à Buffalo, ça fait un petit coup de vieux. Et j'avais posté effectivement sur mon profil Facebook que je commençais à travailler sur cette série. Pourquoi est-ce que tu m'as proposé de parler ? Pourquoi c'était important pour toi de raconter cette histoire ? Je me dis que si une personne écoute ça et ça peut les aider et qu'ils peuvent en conclure que il y a une lumière au bout du tunnel. Parce que même si je suis encore dans les affaires légales, c'est beaucoup plus light que c'était. Je veux dire, dans la première année, ça me paraissait interminable. C'était vraiment, j'étais assommé de stress c'était vraiment difficile. Mais bon, il y a une lumière au bout du tunnel et après aussi peut-être différentes. Ce qui est plus difficile pour l'après tunnel, on va dire, c'est de gérer en fait, de savoir comment gérer ça. Parce que ça m'a pris du temps en fait de cette personne qui est tout le temps en train d'essayer de créer des problèmes. Et en fait, il y a certaines manières de gérer ça qui sont mieux que d'autres. Après, je suis pas à 100% correct. Il y a des fois où je me trompe, mais c'est vrai que ça m'a pris du temps
à savoir comment approcher le truc pour minimiser le stress, pour moi déjà, minimiser les problèmes aussi. C'est si quelqu'un entend ça quelque part et se dit c'est possible, ça va mieux. S'ils font face à une personne qui est similaire, au moins qu'ils sachent à quoi s'attendre déjà. Parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a mis une claque, c'est que jamais. Après, je savais qu'elle était assez défensive, quoi, et que ça allait pas passer bien. Je ne m'étais pas dit que ça allait se passer bien. Mais jamais j'imaginais le genre de truc qu'elle allait faire. C'est vraiment, ça m'a pris complètement par surprise. Et je pense que ce genre de personnes, en fait, ils s'en fichent complètement des conséquences. Ils veulent juste avoir ta peau, en fait. Si quelqu'un est dans le même cas, vous en faites pas. C'est le mieux. Ça s'arrange. Eh ben, merci beaucoup, Benjamin. Je suis contente de savoir que ça va maintenant, que tu te tournes aussi vers le futur, que la famille s'agrandit, de savoir que tu es bien entouré. Voilà, un grand merci en tout cas pour ce partage très touchant et aussi plein d'énergie finalement, parce que l'énergie, on peut dire que t'en as bas au quotidien sur tout ça. Il en faut. Ok, merci beaucoup, Benjamin. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Benjamin pour son courage et pour son témoignage. J'espère que son histoire vous parlera autant qu'elle m'a parlé et j'espère aussi qu'elle permettra à certains d'entre vous de sortir de l'obscurité profonde que peut engranger de telles situations. Si vous avez aimé cet épisode, si vous a semblé utile, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous en le partageant sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, en laissant un petit mot sur Instagram ou encore sur vos applications de podcast. Ça compte à chaque fois énormément. Alors merci d'avance. La semaine prochaine, on continue notre tour d'horizon du divorce vu depuis l'étranger avec un 3e épisode dans lequel on prend la direction du Canada à la rencontre de Coralie, avec qui nous allons parler de garde d'enfants dans le cas de la séparation à l'étranger. Je vous remercie à nouveau de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une merveilleuse fin de semaine et je vous retrouve donc mardi prochain pour l'histoire de Coralie. À bientôt.